Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette année, la journée des droits de l'homme a pour thème l'égalité et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais force est de constater que les principes d'égalité et de non-discrimination ne sont pas toujours respectés dans notre pays, notamment lors des opérations de déguerpissement ou à travers les violences basées sur le genre ou encore dans le processus de réconciliation nationale. Quels sont ces dysfonctionnements et comment parvenir à une société plus juste et égalitaire? Pour en parler, je reçois Madame Malamita Ouattara, conseillère genre, jeunes et inclusion sociale à Engender Health. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Monsieur Okou Légré, chef de cabinet au Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Koulibaly Mamadou Koumvolo, vice-président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO. Bonsoir et bienvenue. Merci bien, madame. Maître Zéhouri Paul-Arnaud Bertin, notaire, enseignant-chercheur en droit, président de l'Observatoire national de développement, l'ODAP-CI. Bonsoir et merci d'être présent. Merci, mon Dédé. Alors, nous avons retenu des problématiques précises dont les opérations de déguerpissement. Un phénomène fréquent en Afrique subsaharienne et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Les explications d'Ahmed Traoré. Les opérations de déguerpissement des commerces informels et habitations précaires sont courantes dans la capitale économique ivoirienne. Elles obéissent à des impératifs urbanistiques de salubrité et de sécurité. Si les occupants des lieux concernés par les déguerpissements sont en général informés des intentions des autorités par les médias et les pouvoirs publics, cela n'empêche pas certaines violences et un défaut de prise en charge des conséquences socio-économiques de ces aménagements urbains. Seul problème, les déguerpissements musclés ne changent rien. Les commerçants s'y réinstallent, ces personnes reviennent car il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour les relocaliser. La situation est également compliquée du côté des garagistes. Des ferrailleurs, des gérants de pressing, tous ces artisans à la limite du secteur informel représentent en effet 25% de la population active selon le ministère. Ces déguerpissements ne sont pas nouveaux, mais avant la saison des pluies, le rythme s'accélère. Officiellement, l'opération vise à assainir les voies et les caniveaux sur lesquels des logements anarchiques se sont construits pour éviter de vivre les inondations qui font toujours des dizaines de morts. Au total, ce sont au moins 1,2 million de personnes qui devront bouger, soit 1/5 de la ville. Ahmed Zéhouri, sur le plan juridique, lorsqu'on parle de déguerpissement, de quoi s'agit-il exactement? Écoutez, le déguerpissement, c'est une notion qui relève de l'ancien droit. Vous savez, sous l'ancien régime, au Moyen-Âge, on parlait de déguerpissement dans la sphère des héritages, si vous voulez. Lorsque un héritier recevait un héritage assez vide, faible pour lui, qu'il estimait que cet héritage ne pouvait pas être pour son bien, il décidait d'abandonner, de refuser cet héritage. C'est là qu'on employait la notion de déguerpir. Il déguerpissait l'héritage. Et en fait, des dispositions étaient prises par l'administration seigneuriale d'imposer à ce héritier, dès l'instant où il déguerpissait cet héritage, d'abandonner tout le reste de ses biens au profit de la paroisse. Et à ce moment-là, ça empêchait les héritiers d'effectivement d'utiliser cette prérogative et donc d'accepter les héritages. De plus en plus, cette notion va être utilisée progressivement pour servir dans le domaine, si vous voulez, de la propriété.
où déguerpir signifie quitter un endroit inapproprié parce que, par exemple, c'est un endroit qui appartient au domaine public qui a besoin de se rétablir. À ce moment-là, celui qui occupe sans droit est obligé de quitter pour laisser place à l'autorité publique. Donc, pour qu'on comprenne bien, c'est le droit de propriété qui est en cause, puisqu'il y a d'autres notions qu'on utilise à l'étranger, notamment on parle d'expropriation, d'expulsion, mais chez nous on parle de déguerpissement. C'est quoi? C'est la notion de propriété au départ qui fait la différence? Alors, les trois notions que vous avez évoquées se distinguent les unes des autres, évidemment, et si vous voulez, par différentes gradations, si vous voulez. Déguerpir relève d'une personne qui, à la base, n'a pas de droit sur une propriété et qui n'est donc pas en droit d'attendre une indemnisation, une reconnaissance. Tandis que l'expropriation, exproprier, déjà, signifie que la personne, à la base, a un titre qu'ils doivent protéger dès l'instant où l'expropriation est exercée par le prince, par le souverain, par le pouvoir, par l'État. À ce moment-là, son droit doit être protégé, reconnu, indemnisé. Et l'expulsion, pareil, une personne qui est expulsée pour des raisons reconnues d'utilité publique a droit à une indemnisation. Mais l'expulsion rejoint la notion de déguerpissement à la base, puisque c'est une personne qui est expulsée à la base, c'est une personne qui n'a pas de droit. Mais là, ça peut se discuter aussi, puisque la personne peut avoir eu un droit au départ, mais le fait de vouloir contester la légitimité de protéger son droit peut pousser cette personne à se maintenir, de telle sorte qu'après, on va l'obliger à partir, et ça devient donc une expulsion. Alors, docteur Coulibaly, pourquoi le déguerpissement finalement est rattaché aux droits de l'homme et à quel moment ces droits sont violés ou bafoués ou non respectés? Merci madame. Il faut dire qu'effectivement, si on reste collé à la définition telle que donnée par mon collègue, merci bien. Je vous en prie. C'est évident, le déguerpissement est une expression utilisée pour désigner une personne qui se trouve sur un site sans droit. Autrement dit, sa présence même est déjà contraire à la loi. Donc, faire partir cette personne en détruisant ses installations, c'est ce qu'on entend par déguerpissement. Mais le déguerpissement devient une question des droits de l'homme en tenant compte de deux paramètres. D'abord, le déguerpissement régulier nécessite que la personne soit informée et qu'on lui donne un délai pour partir des lieux. Ensuite, le déguerpissement peut être réalisé à l'égard d'une personne qui n'est pas forcément dans l'illégalité. En clair, il fallait une expropriation, mais qui finalement n'a pas été respectée et la personne détenant les titres se trouve obligée de partir. Dans ce cas, le droit de propriété est violé et l'obligation de partir également a été réalisée sans tenir compte des investissements réalisés par la personne. Lorsque la personne a été régulièrement informée et qu'un délai raisonnable lui a été donné pour partir, pour nous, ces droits ont été respectés. S'il s'agit d'un cas d'expropriation et que ces droits ont été payés avant que la personne ne parte, pour nous, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Mais lorsque les procédures n'ont pas été respectées, c'est là que le déguerpissement se transforme. Au niveau des délais et des indemnisations. Mais ce qui n'est pas clair dès maintenant, c'est que d'un côté, maître, vous nous dites qu'il n'y a pas de compensation, puisque les personnes concernées sont dans l'illégalité dès le départ. Oui. Et vous nous dites que parfois, il y a la compensation qui n'est pas payée. Là, j'ai fait allusion à l'expropriation. D'accord. Mais ce couvert de déguerpissement. C'est-à-dire, on a des occupants qui ont des titres fonciers, qui sont bien installés, mais à qui on demande de partir sans respecter la procédure d'expropriation qui devait donner droit quand même à indemnisation. Alors, par contre, si on est dans le déguerpissement proprement dit, cela voudrait dire que la personne est dans l'illégalité et ne devrait pas s'attendre. Pas de compensation. Voilà, mais au moins à l'information de partir. Il y a un délai raisonnable voilà, pour lui permettant de prendre le minimum qui peut être déplacé et non détruit sur le champ. D'accord. Il y a d'autres notions, telles que le droit au logement, au commerce, parce que ça concerne qui ? Soit des habitations, soit des commerçants. Et ces notions et ces droits s'imposent à l'État. Tout le monde
sait que ça fait partie des droits fondamentaux, le droit au logement. Mais docteur, hein, je ne sais pas si je vous donne un titre. Donc, Monsieur Okou-Légré, que doit faire concrètement l'État pour le respect de ses droits, donc de nos droits? Quand on dit qu'on a un droit, chaque personne doit avoir un toit sur sa tête, comment ça se traduit matériellement? On ne peut pas aller à la présidence et réclamer un toit. Comment ça se passe, cette obligation pour l'État de nous loger? C'est, je dirais, le terme générique, c'est le droit au logement. C'est le droit au logement. L'État a l'obligation, je dirais, de protéger les droits. C'est l'État qui a l'obligation de protéger les droits des personnes. Et au nom de ces droits, on a le droit au logement. Le droit au logement qui est inscrit dans la grande catégorie des droits économiques, sociaux et culturels. C'est une grande division des droits de l'homme. Et ici, ce qu'on recherche, c'est le bien-être et puis une répartition, je dirais, équitable des richesses au bénéfice de, je dirais, toutes les communautés. Mais ce qui fait la spécificité de ces droits-là, c'est qu'on les appelle des droits de réalisation progressive. C'est-à-dire, qu'on comprenne bien. Que l'État doit œuvrer à la mise en œuvre de ces droits dans la mesure des ressources disponibles. Donc ça dépend des moyens. On ne peut pas faire obligation à un État de construire là immédiatement autant de logements que d'habitants de Côte d'Ivoire, et donc on fait jouer la capacité de l'État à disposer de moyens suffisants pour pouvoir le réaliser. Mais donc pour être très concrète, parce qu'on a l'impression que ça peut être une excuse pour les États, les autorités, quelles qu'elles soient, puisque nos États traversent différentes crises. Et là, actuellement, on vient de connaître une crise sanitaire, les retombées économiques arrivent et on imagine qu'une crise économique arrive. Donc tous les États peuvent dire je ne peux pas garantir ce droit au logement aux populations parce que je n'ai pas les moyens. Et ça peut se répéter chaque année. À quel moment l'État prend ses responsabilités sur ces questions? Bon, il y a une évaluation qui est faite tous les ans. Je peux prendre un exemple. Un État qui s'engage à construire 200 000 logements. On dit à Abidjan, on a un besoin par exemple de 400 000 logements par an, et puis l'État s'engage à construire 200 000 logements. C'est un engagement qui a été pris. Et quand l'État, c'est-à-dire dans la réalisation de cet engagement, se retrouve en deçà de ce qu'on attend de lui, il y a un problème. C'est en ce moment-là qu'on peut envisager une violation des droits de l'homme. Quand, par exemple, au niveau de l'éducation, on estime, par exemple, que le taux de scolarisation de la jeune fille est de 75% et qu'à l'horizon 2025, on vise 80% et que l'État n'est pas en mesure d'atteindre les 80%, il faut que l'État puisse justifier la non-atteinte de cet objectif. À qui l'État justifie ces manquements? Bon, il y a une évaluation qui est faite au sein même du gouvernement, par exemple, parce que c'est un plan d'action qui est élaboré et qui est mis en œuvre. Ce sont des objectifs que, par exemple, le gouvernement se fixe et qui sont partagés à toute l'opinion. Et donc, il arrive à l'issue c'est-à-dire à cette échéance-là, l'État se retrouve à s'expliquer sur la non-réalisation, la non-atteinte de cet objectif-là. Ça, c'est au niveau interne. Je pense que c'est l'obligation de redevabilité qui l'impose. Maintenant, au plan international, il y a des mécanismes qui existent pour évaluer la mise en œuvre de ces droits, parce que ça procède de certains engagements que l'État prend au plan international. Quand vous ratifiez le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais ce sont des engagements que vous prenez au plan international. Et donc, il y a des instances où vous vous retrouvez, où on vous demande comment vous avez pu réaliser ces droits-là. Mais ils ont des données. Vous avez vos données, eux, ils ont des données. Les ONG qui adressent la question ont des données, et on recoupe toutes ces données et on vous interroge en quelque sorte
sur la réalisation de ces... Mais pour essayer de rebondir sur l'actualité, vous nous dites que l'État peut expliquer que ses moyens financiers sont limités et donc l'État ne peut pas poursuivre cet objectif du droit au logement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais quand on se retrouve des fois, parce qu'on a souvent des problématiques liées à la corruption, quand on voit des sommes astronomiques disparaître du budget de l'État, là encore, comment on justifie ça? C'est-à-dire que comment savoir si ces sommes avaient été allouées aux populations, il y aurait eu plus de logements? Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que les organismes internationaux se tiennent compte de ça? Justement, on en tient compte parce que c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance qui a un impact sur la réalisation d'un droit. Et donc, quand vous justifiez la non-atteinte de vos objectifs, mais on peut vous rétorquer que ces objectifs auraient pu être... En fait, on voit l'objectivité de vos arguments, en quelque sorte. On peut vous rétorquer que si on avait fait un usage rationnel des ressources qu'on a mises à vos dispositions au plan international et même au niveau du budget de l'État, c'est-à-dire du fait des impôts et autres, vous auriez pu réaliser, je dirais, ces droits-là. Et donc, dans ces conditions, vos arguments peuvent être pris en compte ou ne pas être pris en compte. Alors le terme déguerpir, vous nous l'avez dit à votre manière, maître, que dans son premier sens, signifiait abandonner quelque chose ou renoncer à la possession de quelque chose. Et dans son sens moderne, déguerpir maintenant, c'est abandonner un lieu en se sauvant par crainte. Madame Malamita Ouattara, vous disiez que cette expression est inappropriée. Pour quelle raison? Vous trouvez qu'elle a une connotation péjorative et qu'elle déshumanise? C'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Oui. Ce terme vous gêne? En fait, ce terme me gêne dans la mesure où quand on parle de déguerpissement, pour moi, c'est comme on chassait. C'est comme on chassait des bestioles, excusez-moi pour le terme. On chassait des rats, des souris, donc on déguerpit. Mais pour nous, ici, nous avons affaire à des familles, à des communautés, à des enfants. Aujourd'hui, on parle de 1,2 million personnes qui ont été déguerpies. Mais quand on parle de 1,2 million personnes, c'est au moins des enfants qui vont à l'école, c'est au moins des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, donc qui font des activités informelles. C'est aussi des pères de famille qui voient toutes les activités génératrices de revenus bloquées et suspendues. Pour moi, l'État devait prendre en compte ces aspects-là. Certes, on veut déguerpir pour développer ou bien pour assainir le lieu, mais aussi il est très primordial de prendre en compte les valeurs socio-culturelles. Quand je prends la situation de notre pays, surtout des peuples africains, les espaces faits n'existent pas dans nos communautés. Tout espace qui est libre pour nous, notre objectif, c'est de pouvoir occuper ces espaces et encore plus pour les personnes en situation de vulnérabilité, d'utiliser ces espaces en vue de produire des activités pour subvenir aux besoins de la famille. Quand on déguerpit 1,2 million personnes, on se dit en même temps qu'on expose plus de 3 millions de personnes, en l'occurrence des enfants qui allaient à l'école, qui pourraient voir leur situation scolaire. C'est-à-dire que les conséquences sont tellement plus graves, peut-être que même plus onéreuses. Même qu'on vient poser en fait. Oui. Pour moi, c'est un élément et c'est un aspect très important à prendre en compte. Mais quand on va regarder le niveau économique des familles, on va se rendre compte qu'en déguerpissant toutes ces familles, on va encore créer un autre problème, c'est le problème de la pauvreté. C'est le problème de la promiscuité. Parce que quand on déguerpit, c'est des familles qui se retrouvent avec des matelas. Et comme on le disait, le droit au logement, il est primordial. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État a prévu? Pour moi, il est important de faire une analyse. C'est-à-dire, même si, encore une fois, ces personnes sont dans l'illégalité, et on comprend la situation, même si l'État est dans son bon droit, l'État devrait, c'est-à-dire tendre la main, trouver des solutions idoines pour ces personnes-là et pas les laisser dans... On va parler de ce que fait l'État. Mais justement, quand est-ce que l'État ou les autorités locales, maîtres, interviennent, décident de déguerpir? Quand? À quel moment? Alors, tout à l'heure, vous m'avez interrogé. Je suis intervenu sur l'aspect purement juridique et sémantique de la notion de déguerpissement et des notions évolutionnelles que sont l'expulsion, l'expropriation et autres. Je ne me suis pas appesanti sur l'aspect social qui est une réalité. Alors, sachez que l'État
et ses démembrements, donc les collectivités qui travaillent tout autant sous l'ordre de l'État, ont une mission qu'on appelle la mission régalienne, qui est celle inspirée par tous les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est inspirée par les livres saints, la Bible, le Coran, la Torah et tout ce que vous connaissez. Tous ces livres et toutes ces déclarations poussent l'être humain, l'État, à donner un gîte et un couvert, sécurité à toute personne vivant sur son territoire. Ça, c'est le principe. Bien entendu, on sait qu'il y a plus de population que l'État lui-même. L'État est un, et à côté de l'État, nous avons en Côte d'Ivoire plus de 26 millions d'habitants. Mais nous sommes l'État. Bien sûr. Alors, lorsque l'État est face à ses obligations de devoir loger chacun, nourrir chacun, vêtir chacun, éduquer chacun, il arrive que l'État ne peut pas le faire parce que les moyens qui lui sont donnés, les moyens qui s'est offert par, comme a dit M. Okou, les collectes fiscales et autres ne suffisent pas. Et cela n'a jamais suffi. Donc, il y a un alliage assez fin qui doit être fait entre les besoins et l'utilité pour atteindre la finalité de développement, c'est-à-dire de lutte contre la pauvreté. Il faut allier tout ça. Parce que si on s'arrête uniquement à l'aspect lutter contre la pauvreté absolument, il y a l'autre aspect qui est que l'État doive développer le pays, développer les structures, les infrastructures qui ne sera pas accompli. Donc il faut pouvoir allier tout ça. Donc, vous nous dites quelque part que pour lutter contre la pauvreté, l'État prend le risque d'appauvrir encore plus ou de mettre dans des situations plus difficiles les plus précaires. Écoutez, c'est quoi ça? Ce sont des dommages collatéraux pour la loi l'autorité? Dure à l'ex. La rigueur de la loi. Voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. L'État a une mission, celle de nous protéger. Mais lorsqu'il arrive un moment où ses obligations régaliennes, ses prérogatives l'obligent à sévir dans un domaine ou dans un secteur, il est évident que l'État doit le faire. Alors, bien entendu, en ménageant les susceptibilités et les droits des uns et des autres, comme dit Mme Ouattara. Il est évident que tout ça doit faire l'objet d'un alliage, d'un mélange, d'une alchimie. Surtout qu'on a certains de ces terrains inoccupés qui le restent pendant des décennies. On ne sait pas trop si l'État, finalement, légitimement, veut juste faire valoir ses droits et déguerpir les gens, ou si l'État veut les déguerpir pour faire un projet concret, utile et immédiat. Oui, il arrive souvent qu'on déguerpisse. Les raisons, on les connaît. Elles sont objectives, mais il arrive souvent aussi qu'on déguerpisse et qu'on observe que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'espace qui a été déguerpi n'est pas réoccupé. Et en ce moment, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre que ce pourquoi le déguerpissement a été réalisé puisse se faire, c'est-à-dire ait le temps de se faire. Et donc c'est en cela que intervient la question des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, je dirais, le fondement et la finalité même des droits de l'homme, c'est la dignité humaine. Mais ce que nous observons à la suite de ces déguerpissements, c'est l'irrespect total de ces populations. Vous le confirmez, c'est ce que vous voyez sur le terrain en tant que ONG, vous êtes 2 ONG, oui. C'est ce que vous voyez en tant que... Quand vous retrouvez des pères de famille... Les images sont violentes, mais... C'est des images violentes. Tout à fait. Il faut un minimum de forme à mettre, je dirais, dans les déguerpissements. Est-ce que l'État ne va pas vous dire qu'il a le monopole de la violence? Oui. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous n'en disconvenons pas que l'État ait le monopole de la violence. Mais ce que nous relevons,
c'est vraiment la nécessité pour l'État de prendre en compte ces subjectivités auxquelles nous sommes confrontés. Si le déguerpissement doit être fait parce que le site est occupé illégalement ou que ces populations sont installées dans un site dangereux pour elles-mêmes, mais il y a une nécessité de planifier leur départ, de leur trouver un site de recasement permettant de résoudre définitivement le problème. Mais en faisant ça, on ne transporte pas le problème d'une localité à l'autre parce que ils vont être déguerpis, si j'ose dire, s'il n'y a pas d'acte de propriété. Je prends un exemple. Si on déguerpit une casse, c'est-à-dire un lieu de vente des pièces détachées des véhicules, sans leur donner un site bien construit et aménagé, on leur donne l'occasion de se disperser dans la ville et d'éparpiller plus de déchets dans la ville. Et pour nous, ce serait mieux de trouver un site d'abord de recasement, leur donner le temps de s'installer sur ce site avant de nettoyer l'autre. Parce que là, on aura déplacé le problème, mais on ne l'aura pas réglé en détruisant le site déjà occupé sans prévoir le lieu d'installation. Alors, qu'est-ce que vous observez encore une fois sur le terrain en tant qu'ONG? Les gens, parce que on va dire, les versions sont souvent contradictoires. On a les populations qui nous disent qu'on n'a pas été avertis, où le délai n'a pas été respecté. Certains même peut-être pensent être dans leur bon droit avec des autorisations qui finalement... Et là encore, on se pose des questions. Comment certaines personnes arrivent à avoir des autorisations à construire en dur Donc, quelle est la réalité du terrain, vous qui y êtes? Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Pour relever un peu le premier point, Oui. certaines personnes qui n'ont pas été averties. Oui, il y a parfois des déguerpissements où les gens ne sont pas avertis. Et ça, il faut le dire clairement. Mais aussi, il y a des déguerpissements où les gens sont informés. Mais comme vous savez, dans la société et dans notre nature, on a du mal à croire. Moi, je suis dans une maison. Si je dois quitter la maison, vraiment, c'est tout ce qui est dans la maison parce que vous êtes rattaché à ce lieu. Donc, c'est tout un mécanisme parce qu'il y a un facteur aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a le volet psychologique. C'est un traumatisme? C'est un traumatisme. Quelqu'un qui vient là, qui s'installe, bon, il crée une relation entre lui et l'espace et le lieu. C'est l'homme qui crée son environnement. Et quand on demande à cette personne de partir, pour moi, il faut avoir un mécanisme d'accompagnement psychologique aussi bien économique. C'est-à-dire que dès qu'on prévient ces personnes qu'elles vont quitter les lieux de force il faut visible. Intensifier les sensibilisations avec ces communautés. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui comprennent et qui savent aussi que les sites qu'ils occupent ne sont pas vraiment des sites habilités. Ils savent aussi que ce sont des espaces verts. Oui, parce que ça peut s'avérer être dangereux pour eux. Oui, les branchements anarchiques. Et encore plus loin, ils payent aussi des taxes. Parce qu'ils savent qu'ils occupent des espaces publics. Comment ça, ils payent des taxes? Quand ils ont des magasins, ils payent des taxes aux collectivités territoriales lorsqu'ils ont des magasins. Alors attendez. Ah oui. Comment on peut occuper un magasin illégalement et payer des taxes? Ça, c'est la question que je me pose. Comment ça se fait? Donc, il y a forcément un dysfonctionnement entre les habitations des personnes qui ont des actes de propriété factices, visiblement, en tout cas erronés, puisque ces domaines appartiennent à l'État, ou en tout cas sont des propriétés administratives. C'est qu'il y a un problème au niveau de l'urbanisme, au niveau de toutes ces institutions. Lorsque vous occupez un bien, lorsque vous occupez un local, évidemment, le prince, le fisc considère d'office que c'est à vous. Comment dire ça? On présume que c'est à vous. Donc vous devez payer les impôts. Ça, c'est normal. Même si vous n'êtes pas propriétaire. Vous occupez illégalement un lieu, un terrain. Ce n'est pas à vous, vous l'occupez. Le fisc arrive, vous payez les impôts. Alors, pour faire simple, si une personne est en situation de squat, comme on dit des fois, le squatteur doit payer. Ah oui, bien sûr, vous devez payer. S'il y a des droits qui sont levés, vous devez les payer. Mais ce que je voudrais dire aux organisations des droits de l'homme qui sont autour de cette table, c'est de ne pas seulement s'appesantir sur les conséquences des actes sociaux que nous vivons. Je suis totalement solidaire et j'entends parfaitement tout ce qu'ils disent sur la détresse de nos populations qui subissent, si vous voulez, des déguerpissements et autres, sur leur souffrance. Il y a un des
collègue qui a dit tout à l'heure que l'État a le monopole de la violence. Je ne dirais pas ça comme ça. L'État n'a pas le monopole de la violence. L'État est d'abord là pour nous protéger. D'accord? Mais essayons d'analyser également les causes. Donc attention, je ne dis pas que les conséquences auxquelles on est en train d'assister ne sont pas vraies. Attention, hein. Oui. Mais j'ai dit, il faut remonter aux causes. Les personnes auxquelles on a affaire, comment s'installent-elles sur ces sites déjà? Oui, parce qu'on a l'habitude chez nous de pratiquer, si vous voulez, un petit peu le désordre. Vous arrivez à un endroit qui ne vous appartient pas, vous vous installez. Il se trouve que l'endroit où vous êtes installé, c'est le passage d'une autoroute ou même un jardin public. Mais vous êtes là, vous construisez tout ce que vous voulez. Le jour où le maire de la ville ou le président de la République souhaite réaliser un projet d'infrastructure, il est évident que la colère est d'abord de son côté. Parce que vous n'avez pas à vous installer là où vous n'avez pas le droit de vous installer. Ça, c'est d'une. Or, chez nous, c'est légion. Personne ne respecte les droits établis. Alors, maintenant, on va pleurer, on va évoquer les droits de l'homme, on est tous d'accord. Ensuite, Mme Ouattara, elle le dit si bien, c'est la pédagogie qu'il faut employer ensuite. Mais même, je vous dis, j'ai assisté à des scènes, étant notaire, cette pédagogie, parfois, elle échoue. Ils sont de mauvaise foi, vous voulez dire? Certaines populations peuvent être non réceptives. Je ne dirais pas qu'elles sont de mauvaise foi, je n'en juge pas, mais elles sont non réceptives. Vous imaginez le boulevard de France qui passe dans le quartier de la Riviera 4 et qui rejoint aujourd'hui Bingerville avec bonheur. Ce boulevard, c'était des lotissements. Il n'y a pas si longtemps, il y a seulement 7 ans en arrière. Et même le monsieur qui vous parle avait un lot qu'on lui a vendu dans ce secteur. Le jour qu'on m'a demandé de lever l'encre, ben, vous ne pouvez pas imaginer les tapages que j'ai fait. Je suis allé à la mairie, au service technique, et j'ai dit niet, je ne bouge pas. Ils m'ont proposé une indemnisation, alors qu'évidemment, celui qui m'a vendu n'avait aucun droit. Moi, je lui avais payé de l'argent. Il m'avait même fait un titre. J'ai refusé, si vous voulez, l'indemnisation, parce que j'étais en colère. Je n'avais pas le droit, mais j'étais en colère. In fine, aujourd'hui, quand je passe sur le boulevard de France, sur mon propre terrain, je suis l'homme le plus heureux. Et vous allez sur la route de Bingerville, de Bassam, et vous voyez, de part et d'autre, les populations qui étaient là avec bonheur, c'est nos parents, c'est nos frères et tout ça, on est bien d'accord. Mais vous voyez un peu comment elles étaient installées, en bordure des mers, au péril de leur propre vie. Alors, si ces populations-là, on leur demande, avec pédagogie, avec soin, de pouvoir déménager, ou même parfois pour beaucoup, repartir simplement au village. Mais alors, ce que je note d'inquiétant dans ce que vous nous dites quand même, c'est que même un notaire arrive à se faire vendre des titres de propriété. Non mais fallacieux. Donc non mais ça nous donne la dimension je ne sais pas quel terme employer du problème de l'urbanisme et de toutes les institutions. Le problème il est profond. Il est profond. C'est-à-dire que tout le monde peut se faire avoir. Comment admettre, parce que Maître l'a dit tout à l'heure, comment admettre que des gens s'installent sur un espace qui n'est pas le leur, qu'ils prennent des habitudes, parce qu'ils installent souvent 10 ans, on les entend parler souvent, hein. Ça fait 20 ans qu'on est là. Ça fait 20 ans. Mais c'est au vu et au su des pouvoirs publics, des représentants de l'État. Et il arrive même souvent que sur ces espaces-là, on construit des écoles publiques. Ah oui. Docteur, l'État ne sera pas derrière chaque citoyen tous les matins pour dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si vous savez que vous n'avez pas le droit de vous installer, que vous allez construire, l'État ne vous dira rien. Au contraire, je dis bien, la DGI ira lever les impôts.
dans vos mains. Oui. Mais le jour où le projet qui était assigné à cet endroit va arriver, ne soyez pas étonnés que l'État vienne... Non, mais là, il parle d'autre chose. Il parle comme vous avez été victime de malfaisants par rapport à ces droits de propriété. Il parle de ça. C'est-à-dire que même la collectivité... peut faire cesser ses occupations. Dès qu'il y a les premières velléités d'occupation, mais en cela, c'est... Non, j'ai raison, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. Et moi, je lui dis non. L'État peut le faire. C'est comme le bon Dieu. Il est là pour nous... voilà, mais chacun fait ce qu'il veut, à la base. Et le jour où vous tombez dans votre propre piège, eh ben, vous payez. Alors, est-ce que... Allez-y. En fait, je voulais signifier un fait. Lui-même, il a été victime, étant un grand intellectuel. Prenons le cas des analphabètes que nous avons. Et des parents qui vont à la retraite, qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité extrême, parce qu'ils ont acquis ces biens, effectivement, légalement, avec tout ce qu'il faut. Et 20 ans après, on dit non, ce bien ne vous appartient plus, il faut déguerpir. Mais comment voulez-vous que cette personne qui n'a plus de ressources, vous encore, vous êtes encore jeune, vous êtes vigoureux, donc vous avez les moyens encore de rebondir. Mais ces personnes, ils font quoi? Non, alors, ce que je dis, si ces personnes ont le droit, ont acquis ces biens, moi je vous ai dit qu'ils m'ont proposé une indemnisation. Mais j'ai refusé. Parce que j'étais en colère. Donc, si vous avez un droit acquis, l'État va vous indemniser. C'est clair, ça ne souffre d'aucun problème. Le problème vient de ce que ceux qui s'installent n'ont pas le droit de s'installer. Vous allez à Bonoumen, à quelques encablures d'Abidjan Mall. Il y a un très grand terrain qui est là. Je n'ai pas envie d'en faire la publicité. Mais par exemple, sur ce terrain, des gens sont venus s'installer. Ils ont construit des bâtisses sans jamais avoir aucune autorisation, sans jamais savoir qui en est le propriétaire. Tandis que le propriétaire, c'est une SCI constituée par 2 intellectuels de ce pays qui ont pris leur retraite et qui sont dans un autre pays. Le fait qu'ils ne sont plus actifs a suffi pour que les autres s'installent. Alors, le jour où ces personnes vont revendiquer leurs droits et que l'État va les aider à travers les commissaires de justice, la police à déguerpir, les organisations des droits de l'homme viendront encore pour dire qu'il y a problème. Non. Ou bien, c'est pas le même cas. Ils vous visent nommément, répondez. Nous sommes quand même raisonnables. Nous ne soutenons pas pour soutenir. Nous estimons qu'il y a une part de responsabilité de l'État dans ce désordre-là. Que si on laisse les gens s'installer et qu'on ne réagit pas, et que un matin on apparaît et que on les déguerpit sans ménagement, sans respecter le minimum, je dirais, de dignité de ces personnes-là, on se dit qu'il y a un problème. On est d'accord là-dessus. Parce que l'État a fauté aussi. Et donc quand on a fauté, il y a une façon de réagir qui doit tenir compte de ce que il y a des insuffisances qu'on se reconnaît et qu'on doit y aller doucement. Voilà. Donc, on l'a dit, il faut un minimum de pédagogie. Il faut un minimum de pédagogie et il faut aussi tenir compte de ce que ce sont des hommes qui sont là, ce sont des parents, ce sont des humains et il faut les traiter avec un minimum de ménagement. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Sinon, nous, en tant qu'organisme des droits de l'homme, nous travaillons dans le cadre légal, dans un cadre légal. Nous respectons la loi, mais nous estimons qu'au-delà de la loi, il y a la dignité de l'homme. Donc, même si ces personnes sont en situation d'illégalité, pour vous, ça ne justifie en rien le traitement qu'ils subissent dans le cadre du déguerpissement, même si, encore une fois, c'est tout à fait légal. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, est-ce qu'il y a des expériences socialement plus durables et justes à votre connaissance sur ces questions, puisque vous avez certainement... Moi j'en ai pléthore. Allez, donnez déjà un exemple. Une touche d'espoir, peut-être. Tout récemment, une cliente, un usager de la justice notariale vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai mon terrain, une personne X a construit un immeuble là-dessus. Sans jamais se poser la question de savoir à qui appartient. La personne ne s'est même pas trompée. Hein. Elle s'est levée, elle a vu le terrain, elle a guetté. 1 an, 2 ans après, elle a vu que personne ne la dérangeait. Elle a bâti son immeuble. Et la dame, elle était en France. Elle est revenue. Elle est allée voir la personne. Elle lui a dit, écoutez, Coco, c'est mon terrain. L'autre, il s'est mis à genoux pour demander pardon. Elle n'a pas voulu. Que faire?
entrer en voie de démolition. Comment vous appelez ça? C'est un déguerpissement. Ben oui, c'est un bien qui ne lui appartient pas, il faut qu'il abandonne. C'est clair. Deuxième solution, l'immeuble qui est bâti là-dessus, eu égard au Code civil, les articles 555, 556, le propriétaire du sol est également propriétaire du bâti. De telle sorte que la dame, elle devient systématiquement propriétaire de tout ce qui est installé sur son terrain. Alors moi, je demande à la personne de me permettre d'évaluer son immeuble, plus le coût du terrain, pour payer ça à la dame. Dédommagement. Voilà. Direct. Et il refuse. Enfin, il refuse, mais surtout parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, au final, on fait quoi? Mais en quoi c'est un exemple socialement plus juste? Au final, on a fini par se mettre d'accord. Ils ont fini par régler le coût du terrain à ma cliente. Et bon, l'affaire s'est terminée. Mais il y a d'autres cas où ça ne va pas se régler ainsi. Mais là, c'est encore inquiétant. Vous nous dites qu'on peut quand même, dans notre pays, construire un immeuble. Bon, c'est visible. Donc, il y a des autorisations, il y a des passants, il y a des professionnels de cette question. On peut, en toute impunité, sur un domaine qui ne nous appartient pas, construire un immeuble. C'est en cela que je conseille la prudence et je suis d'accord avec M. Legré le disait. Dr Koulibaly, M. Legré, Mme Ouattara. Il y a des insuffisances au niveau de l'État. D'accord. Il y a des insuffisances. Non, mais il y a des insuffisances au niveau de l'État. Mais il y a une question d'éducation, excusez-moi, et de culture qu'on doit donner à nos parents, à nos concitoyens. Vous voyez, vous passez sur l'axe qui vient comment dire ça, de l'université jusqu'à la Riviera 2, c'est une voie à 2 voies, hein, mais à un moment donné, ça devient une voie à 4 voies. Chacun veut passer avant l'autre. C'est de la même chose. Vous trouvez un terrain, vous construisez. Ça, c'est l'État qui donne demande aux gens de construire. Donc on aura bien compris, parce qu'on a d'autres sujets qui nous attendent. On aura bien compris que c'est difficile pour l'État et les organisations de concilier à la fois le besoin légitime des États de se développer, voilà, dans l'intérêt général, et puis cette situation de détresse. Pour résumer. Alors, on va s'intéresser à un sujet aussi douloureux, les violences basées sur le genre. Alors, quand on parle de violences basées sur le genre, on pense à la non-discrimination basée sur le sexe, au droit à la dignité, au respect de son intégrité physique et autres. Est-ce que la lutte contre les violences basées sur le genre a pour fondement les droits de l'homme, encore une fois? Oui. La lutte contre les violences basées sur le genre a pour fondement les droits de l'homme. A pour fondement aussi toutes les conventions que nous avons, telles que la Convention sur la discrimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Nous avons aussi le protocole de Matouko et tout ce qui est convention au niveau de la protection des droits, en plus de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc pour dire qu'en réalité, quand on parle de violence basée sur le genre, on fait allusion à toutes sortes de violences, à toutes sortes de discriminations, à toutes sortes d'injustices, à toutes sortes d'inégalités. Alors, sachant que le genre comprend l'homme et la femme, hein, on a vite fait de penser que ça concerne que les femmes. Et une fois n'est pas coutume, messieurs, on va commencer par vous. Hein. Quelles sont finalement les violences que subissent les hommes et dans quelle proportion? Je vais m'y essayer. Allez-y, allez-y. Oui, il faut dire que les hommes ne sont pas effectivement à l'abri des violences. Mais ici, l'expression violence basée sur le genre a été utilisée dans un sens permettant de prendre la femme en tenant compte de ses particularités, considérée comme, selon le jargon, le sexe faible, la personne qui mérite d'être protégée. Mais si on part dans le fond, les hommes ne sont pas à l'abri des violences. Il y a quelques cas de violences physiques, quand même, qui... Des hommes battus, oui, ça, par leur voilà, qui sont perceptibles. Mais la grande partie que l'homme subit, c'est la violence morale. Voilà. D'accord. Et ils sont maltraités par qui? Par les femmes? Par la femme, oui. C'est la violence morale. Une sorte de chantage qui, quand même, met l'homme dans une situation inconfortable, mais qu'on ne saurait exprimer officiellement. D'accord. Voilà. Donc, les hommes conditionnés sont plus, quand même, nombreux dans ce cas. Mais bon, c'est la femme qu'on voit quand on parle de violence. Cela n'épargne pas les hommes. Oui, et vous avez nous parlé tout à l'heure d'un cas
Dites-nous, Oui, qui a été révélé aujourd'hui. Je le disais tantôt, il y a effectivement des cas de violence basés sur les hommes. Quand on a aussi 5000 cas en Côte d'Ivoire pour l'année 2020, sur 90% sur les femmes, on a au moins 2% sur les hommes. Et même pas plus tard que la semaine dernière, nous avons traité un cas de violence sur un homme qui est parti même carrément, qui avait besoin d'une assistance juridique parce qu'il était vraiment, comme on le dit, dans le burn-out. Il voulait carrément quitter le foyer, abandonné parce que... Il était battu par sa femme? Il est battu par sa femme et aussi victime de violences psychologiques et émotionnelles. Voilà. D'accord, donc c'est une réalité. C'est une réalité. Il ne faut pas négliger. Peut-être ajouter quelque chose tout à l'heure à ce qu'il disait. En réalité, les violences basées sur les gens ne sont pas uniquement pour les femmes. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre. Ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de tous. Parce que quand on parle de violences basées sur les gens, il y a aussi les hommes, il y a aussi les enfants. Et parmi ces violences basées sur les gens, on a au moins plus de 2000 cas sur enfants. Et quand on dit enfants, il y a aussi bien les petits garçons que les petites filles. Tout à fait. C'est un élément à prendre en compte. Alors, on va donner la parole à certaines associations ou institutions qui accueillent les victimes des violences basées sur le genre. Et c'est un élément de Sédou Ouattara. Depuis quelques années, les violences basées sur le genre et notamment sur les femmes connaissent un regain. Les viols collectifs, le harcèlement, les mutilations ou les décès sous les coups des conjoints sont devenus monnaie courante dans les grandes agglomérations. Les contingences culturelles et religieuses continuent de faire les ravages. Les mariages précoces, les mutilations génitales, l'inceste, les violences conjugales et les violences de tout genre. Même si l'exploitation médiatique à laquelle sont désormais soumis les pays africains peut être évoquée comme mettant en lumière des phénomènes qui ont toujours existé au sein de nos sociétés. Il n'en demeure pas moins que les rapports sur la situation de la femme en ce qui concerne les violences basées sur le genre sont unanimes sur cette hausse. C'était un sujet qui était considéré comme des problèmes de couple pour lesquels les gens avaient peur d'en parler. Donc, quand nous initions notre ONG, on s'est dit non, ce n'est pas un problème de couple. Ce sont des violences qui sont faites aux femmes. Ce sont plusieurs femmes qui meurent sur les coups des blessures. Donc, nous allons défendre tout ce qui est violence conjugale et parallèlement les violences sexuelles. Et ensuite, nous allons nous pencher aussi sur l'éducation et l'autonomisation des femmes. Que dit l'Église catholique? L'Église a un souci et a ce grand souci de lutter contre toutes ces violences basées sur le genre. Et elle comprend ces violences sexistes ou violences basées sur le genre comme un ensemble d'abus nuisibles, un ensemble d'actes nuisibles sur une personne ou un individu, un groupe d'individus, seulement en raison de leur différence de genre. Alors sa réaction, elle condamne ces violences. Ce en quoi l'Église innove un peu dans le traitement des violences basées sur le genre, c'est que l'Église prend en charge et le délinquant, c'est-à-dire celui qui a abusé, et celui qui a subi la victime. Prendre en charge la victime, suivre la victime, lui appliquer des soins adéquats, moralement, psychologiquement et médicalement, pour qu'il puisse reprendre force au sein de la société. Une réforme est en train d'être faite par la hiérarchie de l'Église pour enquêter, dénoncer, répertorier tous ces abus nocifs, ces violences basées sur le genre, et apporter des solutions en termes de punition et en termes aussi de réinsertion des abusés et des délinquants. Malgré les actions menées par l'État pour freiner ce phénomène, les victimes acceptent de souffrir en silence, de peur d'être stigmatisées et souvent rejetées par les proches. Il est très difficile pour une victime de parler de ce qu'elle a subi. Mettre des mots sur ces événements, c'est en quelque sorte les revivre, les rendre à nouveau réels. Mais en parler est nécessaire pour mener à bien un processus de reconstruction. Monsieur Okoulégré, y a-t-il plus finalement de violences basées sur le genre ou plus de cas pris en compte ou plus de dénonciations de ces cas où on a fait une émission récemment sur le sujet, où c'est grâce aux mécanismes, aux nouveaux outils qu'utilisent les autorités pour mieux percevoir ou comptabiliser ces cas. Comment vous expliquez? On a l'impression qu'il y a une tendance vers l'augmentation. Est-ce que c'est une vue d'esprit? Oui, on fait la même observation.
Pour ce qui concerne le Conseil national des droits de l'homme, nous étions à 325 cas qui nous ont été rapportés en 2020. Et cette année 2021, nous en sommes déjà à 307, je dirais à la date du 2 novembre 2021, sans compter les jours qui ont suivi et sans compter qu'on va jusqu'au 31 décembre. Et ce qu'on observe, c'est que les populations sont davantage sensibilisées à la question. Il y a beaucoup plus de communication autour de la problématique, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et donc, les cas sont davantage portés, je dirais, à la connaissance des autorités compétentes. Et donc, on a le sentiment d'avoir plus de violations, oui, sans qu'on ait vraiment la certitude. Toujours est-il que c'est à notre avantage qu'on porte à notre connaissance davantage de cas, parce que ça nous donne la possibilité de les traiter et de faire face donc à ces violations, les faire cesser et puis peut-être réparer les torts qui auront été causés à ces populations-là. Alors, qu'en est-il justement de la prise en charge des victimes sur le plan judiciaire et sanitaire? Et là aussi, il y a une évolution notable. Les autorités ont fait des efforts sur ces questions? Oui, si on veut parler de la prise en charge au niveau des certificats médicaux, pour nous aujourd'hui, avec l'arrêté ministériel, ça a été vraiment un grand pas. Sur la gratuité? Oui, il fait allusion à la gratuité parce qu'avant, la problématique se posait quand il s'agissait de faire la prise en charge juridique des survivantes. Et aujourd'hui, en facilitant l'accès à ce certificat médical, déjà, ça soulage quelque part un peu le processus judiciaire. Mais encore, comme on le dit, il reste beaucoup à faire. Et pour nous, l'un des éléments clés, il ne suffit pas seulement de lever l'équivoque du certificat médical, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire, si on veut vraiment atteindre les objectifs de 2020-2025, avoir zéro tolérance, il faut vraiment mettre tout un mécanisme en place. Quand je parle de mécanisme, je vais parler de la prise en charge médicale. La prise en charge médicale des survivantes nécessite des fonds, des moyens. Malheureusement, sur 98%, la plupart sont des personnes en situation de vulnérabilité, dont n'ayant pas les moyens. Et quand on se rend dans un centre de santé, il faut avoir de l'argent pour avoir une prise en charge médicale. C'est-à-dire pour avoir les soins post-violence basée sur le genre. Les soins sont... Ça, c'est payant. Ah, c'est ce que j'allais dire. Les soins sont payants pour une victime. Pour la survivante. Et pas même plus tard que la semaine dernière, on a levé des fonds pour une petite fille de 12 ans. Même pour les mineurs, oui. Même pour les cas de pédophilie, en tout cas de pédocriminalité, comme on dit, on demande à la famille au sein du collectif, permettre vraiment à la survivante, à eux, aux parents, de pouvoir faire la prise en charge médicale de la survivante. Mais au-delà de ça, nous avons aussi mis ensemble avec le comité national, il y a la ligne verte pour la dénonciation, mais aussi aujourd'hui on consiste à faire des plaidoyers auprès des instances décisionnelles. Parce que pourquoi plaidoyer? Aujourd'hui, il y a le certificat médical qui est gratuit, mais la prise en charge médicale n'est pas gratuite. Comment l'État peut mettre un mécanisme, soit un arrêté ministériel ou l'élaboration d'une loi pour faciliter la gratuité, ou aussi intégrer et vraiment orienter tous les médecins et l'ordre des médecins à sensibiliser ces médecins-là pour vraiment prendre en charge ces survivants. Mais justement, on a l'impression de retomber sur la même problématique que dans le dossier précédent. C'est qu'on demande à l'État de prendre en charge. Si ces soins sont gratuits, c'est-à-dire que c'est l'État qui va payer ces soins, les hôpitaux, les structures, parce qu'il faut qu'elles fonctionnent. Là aussi, c'est un jeu d'équilibriste difficile. C'est-à-dire l'État, face à cette détresse, l'État, on attend de l'État qu'il comprenne et prenne en charge, mais l'État aussi a des réalités. C'est-à-dire, maître, comme il défend si bien. Non. Écoutez, moi, j'ai un problème. J'ai un problème. Je ne vais pas sortir de ce plateau sans l'exprimer. Hein. Vous me pardonnerez, je vais casser la baraque sur ce sujet précis. Voilà. D'abord, je suis solidaire de toute personne qui est victime de violence, à quelque niveau que ce soit. Vous savez, le genre, c'est les mineurs, c'est les majeurs, c'est les femmes, c'est les hommes, c'est les personnes
à mobilité réduite, c'est les homosexuels, c'est les obèses, c'est tout le monde. Ce que je veux dire, docteur, ça a toujours existé. Ça, on est d'accord, les violences psychologiques, physiques, ont toujours existé. Et on est tout à fait d'accord qu'il faut les prendre en charge. Il faut encadrer, entourer, aider. On est d'accord, hein? La question que moi je me pose, d'où ça vient que ces dernières années, la toile, les médias, le monde entier est mobilisé sur cette question de violence basée sur les genres. Disons-nous la vérité, regardons-nous droit dans les yeux sur ce plateau. Quand on parle de violence basée sur les genres, ben on parle bien évidemment des violences orientées vers les femmes. On le voit bien partout. Oui. D'où ça vient? Est-ce que quelqu'un s'est une fois posé la question, à part faire de la convenance, tout d'ego, tout le monde fait de la convenance. On demande à l'État de faire des réparations, à la justice de pourvoir, tout le monde s'y met, et figurez-vous qu'il y a tant de tribunaux devant lesquels l'homme avec H, c'est-à-dire le sexe masculin, est un coupable d'avance. C'est un violent consacré. Attendez, madame, je suis très sérieux. Oui, je viens avec un sujet important que vous allez probablement retraiter après. Et je vais l'assumer complètement. Alors, comment ça se fait que ces dernières années, ce sujet devient un sujet des droits de l'homme le plus préoccupant de la planète? Est-ce que le Covid-19 aurait engendré subitement en l'homme masculin une folie de violence qu'on ne maîtriserait plus? Je crois que... C'est pas du tout ce qu'ils disent. Justement, d'où ma première question. On a l'impression qu'il y a une augmentation, mais on parle de la parole se libère chez les femmes. Il y a un mouvement qui, excusez, n'est pas aussi important sous nos tropiques que dans les pays occidentaux. Les proportions ne sont pas les mêmes. Alors ça veut dire quoi? Les victimes doivent se taire? Alors, non, mais comme les hommes semblent endosser une culpabilité, certains osent même plus, je crois. Parce qu'il y a une différence entre ce rapport homme-femme consentant, quel qu'il soit, les relations même humaines et des violences. On parle de violence, avant même le genre, on parle de violence. Faut-il taire ces questions? Non, il n'est pas question de les taire. Mais pour pas vexer la jante masculine et l'ego masculin? Ce que je dis, c'est que ça n'a jamais été tu. Ça a toujours été relevé. Et les tribunaux ont toujours sanctionné toute personne violente, quel que soit le genre. Et la parole des femmes était aussi bien entendue auparavant? Mais attendez, bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez bien, moi j'en connais des femmes qui sont dans les comment dire ça, dans les studios de karaté, de Shotokan et autres, les meilleures, parfois plus fortes que les hommes, et qui peuvent terrasser un homme, quel que soit son poids. Attendez, on n'est pas en train de parler de violence physique seulement, il y a la violence psychologique et morale que des femmes savent très bien exercer. Je veux dire, il y a une espèce de vent dans ce monde, laissez-moi m'exprimer, qui risque, si on y prête attention, si on y prête attention, qui risque de chambouler beaucoup de choses. Vous savez, les divorces qu'on connaît aujourd'hui, à l'emporte-pièce, à tout bout de champ, moi j'ai l'impression, ça n'engage que moi, que c'est un peu lié au fait qu'il y a une surprotection de certains comportements venant d'un certain genre envers un autre genre, de sorte qu'à l'arrivée, les hommes ont désormais peur de s'engager dans des relations, de sorte qu'à l'arrivée, certains gens se sentent tellement protégés qu'à tout moment, on demande les divorces. Attendez, madame, déstructuration des familles, instauration de la pauvreté, voilà ce pourquoi nous sommes là. Les droits de l'homme traitent justement de ces questions. On entend, je vais vous redonner la parole. Mais on fasse très attention à un vent qui vient de la Rome antique et qui tire vers l'individualisme effréné. Cet individualisme effréné qui aboutit au divorce, qui font qu'il n'y a plus de familles structurées, est à l'origine de ce chantage qui vient de loin. Faisons très attention lorsque, sur nos tropiques, chacun se lève, la femme est en danger, la femme se sent en danger,
elle dénonce tout ce qui est dans l'intimité. On a récemment connu un ministre de la République en Côte d'Ivoire qui a été, je ne viens pas accuser, mais qui a été dans un cas pareil, dans quelque chose qui s'est passé dans une intimité. C'est sa parole contre la parole. Alors, c'est une instruction, ni vous, ni moi. Attendez, on ne va pas faire un tribunal médiatique. Donc, ni vous, ni moi ne pouvons juger de la question. Ni vous, ni moi ne pouvons juger de la question. Bien évidemment, je voudrais qu'on soit vigilant. On est bien entendu, d'accord. Il faut protéger toutes les victimes, qu'elles soient masculines ou féminines. Il faut protéger. Mais il n'est pas question de s'acharner sur un genre au détriment d'un autre. On a bien compris, maître. Je vois que vous voulez réagir, allez-y. Oui, il faut dire que pour nous, défenseurs des droits de l'homme, on n'a pas forcément cette approche de la question. Tout ce qui rentre dans le genre comme comportement interdit, il faut noter que cela est déjà pris en compte par notre code pénal comme une infraction. Vous avez par exemple la violence sexuelle qui est visée par le code pénal à travers le viol, à travers le harcèlement et autres choses. Vous avez la question du mariage forcé. Vous avez les violences domestiques, les violences physiques et autres. En clair, ici, ce qui est recherché, c'est de protéger toute personne, que ce soit la femme ou l'homme, contre des violences exercées sur la personne, mais en tenant compte de sa spécificité. Alors, les autres éléments, pour moi, pourraient être d'ordre culturel, sans forcément être reliés au genre. Si on prend les divorces en Côte d'Ivoire, moi, je suis enseignant de droit civil, je peux m'exprimer sur cette question en me basant sur le peu que je sais. C'est que nos divorces sont carrément basés sur le fait qu'on a des gens qui se marient sans se connaître. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième chose, il y a ce manque de communication qui caractérise les personnes qui vont se marier. Non seulement elles ne se connaissent pas, mais elles n'arrivent pas à établir la communication avant de se marier. Du coup, ce sont des étrangers qui finalement se retrouvent dans un couple et qui ne savent pas comment se parler et par les incompatibilités d'humeur se retrouvent finalement en train de divorcer. Mais la question du genre, c'est autre chose. C'est dans un but de protéger les individus en tenant compte de leur spécificité. Alors, je vois que tout le monde veut réagir. Il nous reste beaucoup de questions à soulever. Allez-y, rapidement. Allez, répondez-lui et puis on va... Sa préoccupation sur l'origine de la problématique que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle de discrimination, quand on parle de violence, elle ne date pas de maintenant. Quand on parle de violence basée sur les gens, effectivement, elle ne date pas de maintenant. Mais quand on fait une évaluation et que nous arrivons à détecter les causes, et l'une des causes, on parle tous des coutumes, des traditions. Et le genre est une approche qui nous permet de réduire ces inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes, entre les hommes eux-mêmes, entre les femmes elles-mêmes et entre les filles, les hommes, les personnes en situation de handicap. Et cette approche aujourd'hui, quand on parle de la prolifération des violences basées sur le genre, moi je suis très heureuse de cette situation. Tout simplement parce qu'on constate que la communauté et les populations prennent conscience du problème qu'est la violence dans nos communautés. Et ces origines viennent d'où? Nous avons traversé une série de crises. Et quand on parle de série de crises, je ne sais pas si parmi vous, il y a un qui a carrément vécu la crise post-électorale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais c'était horrible. Et là-bas, nous avons enregistré plus de cas de viol, et dans des cas atroces. Et ces suites logiques-là font partie de nos coutumes. Dans nos mariages, on accompagne la jeune fille en mariage, on met la chicotte et on intime l'ordre au mari. Quand elle arrive, il faut la corriger. Mais ce sont des valeurs qu'on a transmises. Il faut déconstruire ces valeurs-là. Et je pense qu'il est plus qu'urgent aujourd'hui que chaque citoyen soit informé, soit formé et renforcé sur l'approche genre, pour permettre aux gens de comprendre la problématique et de pouvoir s'élever contre. Comme je l'ai dit, le genre n'est pas une histoire de femmes. C'est une histoire de justice, d'équité et d'égalité. On a bien noté. J'aimerais qu'on évoque encore une expression très utilisée récemment dans l'actualité nationale, c'est l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que cela signifie exactement? On suppose l'homosexualité. Pas forcément. Oui. Sur le plan juridique. Oui. Pas forcément, nous dit-il. Oui. Allez-y. Oui, il faut dire que la notion même d'orientation sexuelle date des années 1970, où aux États-Unis, il y a eu cette apparition progressive de l'homosexualité et ces personnes faisaient l'objet d'un acharnement de la part des autres. Alors, des études ont été menées et il s'est trouvé que quand on parle d'orientation sexuelle, on se retrouve avec 3 catégories. On a les hétérosexuels, les bisexuels et les homosexuels. Et la question qui a été posée est celle de savoir si l'homosexualité était une maladie, un appris ou un acquis naturel.
Et donc, finalement, 2 théories ont été développées. C'est de considérer que c'est un phénomène culturel ou, à défaut, un phénomène naturel. Inné. Et finalement, le mot phénomène même a été retiré pour retenir que c'est une orientation, voilà, que la personne a. Pas forcément de son fait, mais de ses prédispositions. Merci, exactement. Alors, que s'est-il passé exactement ces derniers jours avec cette expression qui devait apparaître dans un texte qui n'apparaît plus? Certaines institutions, à la fois religieuses ou politiques, nous disent que l'homosexualité va être adoptée ou légalisée en Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire quelle est la réalité du droit sur ces questions, mais d'abord, que s'est-il passé exactement avec ce terme, orientation sexuelle? Il s'est passé qu'il y a une disposition du Code pénal qui devait faire l'objet d'une réforme à l'Assemblée nationale et en énumérant, je dirais, les catégories de personnes qui devraient, je dirais, se soustraire à la discrimination, qu'on devrait soustraire à toute forme de discrimination, on a je dirais, prévu l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle. Le débat a porté d'abord sur l'opportunité de cette réforme. Beaucoup, à raison, ont estimé que c'était piégé parce que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué là-dessus. Ça devait transparaître davantage, ou bien ça devait même transparaître dans l'exposé des motifs de cette loi qui devait être réformée. Et il semble que ça n'a pas été le cas. Et ce que les gens craignaient, c'est que si on faisait droit à cette réforme-là, ça engageait donc l'Assemblée nationale à remonter le cours de notre législation jusqu'à la Constitution, c'est-à-dire la notion, et puis le code du mariage, etc. Et donc, ils se sont sentis piégés. Ils se sont dit, si on n'avait pas fait attention, on serait tombé dans un gros piège et on aurait eu du mal à s'en sortir. C'est quoi? C'était ouvrir la boîte de Pandore avec cette expression? Ce que ça pose comme question, c'est, je dirais, le vote de nos lois. D'abord, la loi, elle, a priori, elle doit exprimer une aspiration de la population. Elle doit, je dirais, être en conformité avec les appréhensions de la population vis-à-vis d'une problématique. Or, ce qu'on observe, c'est que on a le sentiment, bien sûr, qu'il s'agit d'une pratique qu'on veut légaliser, en quelque sorte, contre le gré de la grande majorité de la population. Quand je prends l'exemple de la France, parce que c'est une question de liberté, parce que cette question d'orientation sexuelle, il faut qu'on se le dise, c'est la liberté de disposer son corps, de son corps comme on l'entend. Et donc là, on n'a pas à redire. Mais c'est la démarche qui a gêné et qui gêne dans l'opinion. Dans un pays comme la France, il a fallu l'avènement de la gauche avec François Hollande pour que cette question-là soit débattue. Alors là, c'était plus loin, c'est le mariage pour tous. L'homosexualité est dépénalisée depuis les années 70 en France, mais c'était pour légaliser l'union de deux personnes du même sexe. Justement. Mais c'est que dès lors qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, mais justement, vous avez parlé de boîte de Pandore qui s'ouvre. Donc ça veut dire que toutes les dispositions antérieures liées au mariage... Ça aurait eu des conséquences juridiques, vous voulez dire. Justement. Le fait de faire apparaître ce terme orientation sexuelle, ça aurait pu modifier, si c'est les textes juridiques sur la question. Mais que dit la loi ivoirienne sur l'homosexualité ou l'orientation sexuelle? La loi en vigueur actuellement. La loi en vigueur actuellement en Côte d'Ivoire n'a aucune disposition particulière sur l'homosexualité.
il se trouve qu'il existe un article 226 dans un projet de loi portant code pénal ivoirien. Dans cet article 226, la définition de la discrimination est donnée. Discrimination veut dire condamnation. Si vous êtes coupable de discrimination, à l'arrivée, vous serez condamné. L'article va stipuler que la discrimination, c'est la distinction, l'exclusion, la restriction ou la préférence fondée sur l'origine nationale ou ethnique. Donc, on définit les cas pour lesquels la discrimination serait donc un délit. On est d'accord? Et dans les cas définis, on insère l'orientation sexuelle. Sous-entendu, si vous dénoncez l'orientation sexuelle de quelqu'un, ou si vous faites tort à quelqu'un qui a une orientation sexuelle différente de vous, vous serez condamné par la loi pénale. Je dis bien pénale. Voilà pourquoi certains députés ont considéré qu'en laissant une telle disposition dans la loi pénale, viendrait donc à légitimer certains comportements qu'eux, ils estiment être, n'est pas en conformité avec la morale, avec l'engagement de la Côte d'Ivoire dans sa constitution. Voilà pourquoi ils ont demandé le retrait de la notion d'orientation sexuelle. Sous-entendu, les députés soupçonnaient le législateur ivoirien de vouloir, sous le prisme d'une loi pénale insoupçonnée, d'insérer dans la loi la protection de l'homosexualité. Ça, c'est leur point de vue. Vous différenciez la protection de l'homosexualité ou des homosexuels? On le distingue. Parce que moi, écoutez, les droits de l'homme, vous nous dites tous qu'ils sont universels. Vous comprenez? Donc, ils s'appliquent normalement de la même manière à tous, quelles que soient les contrées. Maintenant, on est conscient. Et comment concilier? Là, vous ne demandez pas mon point de vue personnel, là. Je suis juste en train de vous expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Non, tout à fait. Non, il ne faut pas le prendre personnellement. Mais on se dit que c'est les lois droits de l'homme, c'est le fondement, l'universalité. Oui. Maintenant, si vous voulez mon point de vue en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est évident que les droits de l'homme sont affirmés pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour tous ceux qui sont assujettis à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il n'est pas question de discriminer un être humain. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais comment concilier, justement, on a l'impression, comment concilier cette obligation, cette proclamation universelle avec les réalités socio-culturelles de nos États, et notamment de la Côte d'Ivoire? Comment? Chaque État, attendez, je vais aller au bout de mon idée. Allez-y. Chaque pays, si vous voulez, a sa culture. Et il y en a qui ont une culture religieuse puriste, il y en a qui ont une culture religieuse ouverte, et il y en a qui ont une tradition qui confine à certains comportements. Donc, en fonction de tous ces éléments, la loi fondamentale est établie. La Constitution fait des affirmations. Donc, il n'est pas question, encore une fois, comme je disais dans la question précédente, de copier tout ce qui vient d'ailleurs. Donc, si la Côte d'Ivoire a affirmé que la protection des Ivoiriens inclut la nécessité de croire dans une morale qui est celle-là et qui n'est pas l'autre, ben évidemment, on ne peut pas utiliser un article subreptice pour glisser ça dans... On aura bien compris. Il nous reste 5 minutes d'émission. On n'a pas encore parlé du dernier thème. On va y aller. Mais excusez-moi, Madame Alimata, je voulais quand même revenir sur vous. On nous dit, à tort ou à raison, qu'à travers les ONG, parce que la vôtre est aussi américaine, et on fait souvent, on porte cette accusation, qu'à travers les ONG, les bailleurs de fonds distillent ou font du chantage financier pour faire accepter on va dire des mœurs qui viennent parfois d'ailleurs. Que répondez-vous à ces accusations?
Je ne dirais pas oui, tout simplement parce que selon les approches des organisations internationales comme du système des Nations Unies, l'objectif c'est de pouvoir renforcer, protéger, mettre un système de protection pour la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Donc quand on prend les groupes minoritaires, les homosexuels en font partie. Quand on va prendre des groupes minoritaires, les groupes vulnérables, les femmes en font partie, les enfants en font partie. Donc pour eux, ce sont des personnes à besoins spécifiques. Donc ils mettent des politiques, ils mettent les moyens pour protéger et pour faire la prise en charge de ces personnes-là. Maintenant, pour ce qui est de l'influence ou bien du lobbying, pour moi, ce sont des suppositions. Je ne peux pas rentrer dans l'affirmation parce que je n'ai pas la véracité des faits. Voilà ce que je tenais à dire. Vous contestez. Voilà. On va passer à notre dernière préoccupation, la réconciliation nationale. Comment joindre l'acte à la parole? Quelles sont finalement les actions qu'attendent les populations? Éléments de réponse au micro de Naominda. Selon moi, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'on organise des sensibilisations sur toute l'étendue du pays. Et faire entrer aussi ceux qui sont exilés parce que sans ça, il ne peut pas avoir de réconciliation vraie. La population doit essayer d'oublier un peu ce qui s'est passé parce qu'on ne va pas s'attarder sur ça. Il faut qu'on avance. On doit aussi sensibiliser le peuple parce que chacun d'entre nous a le cœur brisé. Le cœur brisé durant toute cette période. On a assez fait des caravanes. Je pense que de façon concrète, ce qui peut nous amener à la réconciliation véritable, c'est l'égalité à tous les niveaux. Ouais. Il faut que les couches sociales les plus basses soient satisfaites de la gestion gouvernementale. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que la chose de l'État soit perçue, soit profitable au plus bas niveau. Vous voyez? C'est ça la réalité. Parce que toutefois qu'il y a une frange de la population qui est frustrée, qui ne profite pas comme il faut. Vous voyez? Ça crée des frustrations, ça crée des soulèvements. Ouais. Et la frustration, là, ça peut se faire, c'est-à-dire que c'est ce qui va pousser à la clanisation. Voilà, c'est ça au fait. Voilà. Donc il faut mettre tout le monde au même point, même pied d'égalité, c'est la réalité. Monsieur Legris, c'est dans le cadre des conflits qu'on observe le plus de violations des droits de l'homme. Comment l'expliquez-vous? Parce que même la guerre a ses règles. Pourquoi dans ces moments de crise, tout le monde bafoue les droits de l'homme? Plus que... Les périodes de crise sont des périodes où les contradictions sont mal réglées. Où les contradictions sont réglées par des voies qui ne sont pas, je dirais, légales. On se détourne des voies du dialogue, on se détourne des voies de la concertation et on use de la force. Ce sont des espaces où on se dit c'est l'occasion de faire valoir sa force sur l'autre. Et donc il y a forcément des... C'est la loi du talion? Oui, du plus fort en quelque sorte. Ce matin encore, parce que réconciliation nationale, on pense tout de suite à la justice et aux victimes et réparations. Et ce matin encore, le vice-président de la Fédération internationale des droits humains, FIDH, affirmait, je le cite, qu'il y a une immixtion de l'exécutif dans les procédures judiciaires. Déjà, qu'en pensez-vous de cette réflexion? Quelqu'un veut réagir? Est-ce que la justice est impartiale en Côte d'Ivoire ou l'a été? Personne ne répond. C'est difficile d'affirmer parce que la FIDH, c'est une fédération internationale et qui a une, je dirais, qui a un process avant d'engager, c'est-à-dire de faire une déclaration, et qui a des représentations en Côte d'Ivoire et qui observe de Paris et donc qui se fait une idée de la justice parce que qui fait une sorte de monitoring de tous les procès, surtout liés à la crise post-électorale. Oui. Et c'est la conclusion de cette institution internationale, de cette organisation. Vous pensez que sa vision est biaisée? Non, mais c'est leur façon de voir. C'est leur façon de voir. Mais
Il a aussi affirmé que l'État doit se ressaisir et mettre l'accent sur la reconnaissance des victimes et des réparations. Quel est le bilan de l'action gouvernementale sur ces questions au niveau des victimes et des réparations? Il y a des actions qui ont été posées et menées. Il y a des actions qui ont été posées, voilà. Notamment la mise en place du comité dirigé par Charles Konambani. CDVR. Et jusqu'à présent, aussi, on n'a pas eu de résultats concrets. Là qu'on arrive, avec aussi en son temps, avec Madame la ministre Assetou, qui était aussi à la tête, Marietou, qui était aussi à la tête du système de la cohésion sociale. Mais moi, je me pose la question, quel était le mécanisme? Est-ce que le mécanisme a pris vraiment le temps d'être mûri et d'être mis en place pour permettre à ces communautés et à nous-mêmes, la population, de prendre conscience de la problématique qui existe? Quelle est notre part de contribution à cette réconciliation sociale? Parce que ce n'est pas seulement l'État, mais ce sont les hommes, c'est la communauté qui a perdu vraiment tout repère et qui est vraiment ces deux personnes qui vont en guerre, ces deux individus, c'est des idéologies. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pour moi, il y a des choses qui sont faites, mais il faut encore mieux. Il faut améliorer le processus. En faisant quoi? Donner des exemples concrets, en plus de l'existant. Oui, pour nous, beaucoup de choses ont été quand même faites, il faut le reconnaître. Mais il faut plus penser à renforcer le système judiciaire en matière de réconciliation nationale et encourager l'égalité. S'il y a plus de justice et d'égalité, pour nous, ce serait quand même déjà un grand pas. Dernier mot sur cette question, avant qu'on rende l'antenne dans quelques secondes. Je suis d'accord. Des progrès sont en cours de réalisation sur le terrain de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On aurait souhaité que cela advienne plus tôt. Nous ne pouvons qu'encourager de tels actes et demander que les choses aillent beaucoup plus en profondeur pour que tous les Ivoiriens se retrouvent sur le développement de leur pays. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci madame, merci messieurs de votre participation. Et on l'aura bien compris, c'est avec un effort collectif qu'on va parvenir à cette société plus juste et plus égalitaire, c'est-à-dire les populations comme l'État. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI. Merci.